Bonjour Cédric et Pierre, on est aujourd'hui au campus pour vous rencontrer et donc pour la première fois dans les causeries de la RAD en vidéo. Donc j'ai avec moi Seb, Mafiou qui sont derrière les caméras et Bastien avec moi pour les questions. Cédric, Pierre, quand on se retrouve face à vous deux au campus, en général, c'est qu'on a des problèmes, non ? J'ai l'impression que c'est pas si courant d'avoir le directeur du rugby et le directeur du centre de formation comme ça ensemble. Vous rencontrez souvent des gens comme ça ? Ensemble, tous les jours, on voit tout le monde. C'est vrai ? Vous avez des entretiens individuels ? C'est vrai qu'on n'a pas de... C'est plutôt sympa de se retrouver face à vous tous les deux, parce que c'est vrai qu'on est rarement, même en interview tous les deux, donc c'est intéressant, c'est bien. Puis si un joueur se retrouve face à nous deux, ça peut être aussi une très bonne nouvelle. Ah, oui. Donc, c'est que ça va signer pro peut-être. Ça peut. Pierre, tu étais souvent entouré de gens de confiance pour constituer tes staffs. À l'époque, quand tu étais au Loup, tu as prévenu Cédric en lui disant « Cédric, on rentre à la maison ». Pour toi, c'était une évidence de l'embarquer avec toi pour revenir à Toulon ? Oui, parce que Cédric, c'est une belle histoire. Il est arrivé au Loup quand j'étais à Lyon, bien sûr, et il est arrivé, il n'était même pas coach au départ. Hein. Ouais. C'était les nouvelles embauches de la Fédération française de rugby. Il était CTC, je crois. C'est ça, conseiller technique. Conseiller technique, donc on l'a embauché un peu comme ça. Et puis bon, je connaissais un peu Cédric, bien sûr, beaucoup, même humainement. Et j'ai vite vu ses qualités aussi. Voilà, donc il est arrivé un peu sur la pointe des pieds. Et il s'est construit un peu tout seul, quoi. Alors, on l'a aidé, hein, mais il s'est construit tout seul, il a beaucoup travaillé. Et je trouve que c'est une belle réussite, ce qui lui arrive aujourd'hui. Et il est encore jeune, il va encore évoluer, quoi, donc c'est top. Est-ce que du coup c'est plus facile, on va dire, de travailler avec quelqu'un de proche, un ami, sachant que dans ce contexte c'est pas une question d'être ami, d'ailleurs on n'est pas forcément amis dans la vie, on ne se voit pas tous les jours, mais j'apprécie Cédric, il le sait, j'ai beaucoup de respect pour lui, je sais que c'est réciproque, j'ai beaucoup de confiance en lui. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être ami forcément pour avoir confiance, c'est pas vrai, mais non, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en son travail, il a montré depuis 4 ans qu'il est à Toulon sur la formation, on travaille ensemble, on a toujours fonctionné comme ça et je sais que je lui fais confiance. Donc c'est pas une question d'être ami ou pote, c'est une question de confiance, d'honnêteté, de travail. Voilà, c'est pas une question d'être ami, c'est pas ça. De toute façon là il a bien montré puisqu'on est remonté du coup dans le centre de formation dans le top 5. Parce qu'on n'a pas eu les derniers chiffres, les seuls qui remontent c'est ceux de 2025 je crois. Ouais, puis c'est différent maintenant, le calcul, c'est des étoiles, il va l'éviter justement qu'il y ait ce classement qui peut pénaliser et qui ne reflète pas en tout cas le travail qui est effectué dans les centres de formation. Donc du coup c'est un système d'étoiles, mais si tu regardes bien les étoiles, parce qu'il y en a qui ont 3,8 étoiles, 3,7 étoiles, donc tu pourrais faire un classement sur ça. On est encore dans le top 6 là-dessus. Mais avec la saison dernière, le temps de jeu aussi qu'il y a eu des joueurs du centre de formation en pro, je pense que ça, c'était un peu notre point faible, mais parce que les joueurs n'avaient pas encore aussi le niveau et tout ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner des matchs. Il y a eu aussi le contexte et les blessures. Mais voilà, le temps de jeu réalisé en équipe pro, dans le top 14 et en Coupe d'Europe, fait que tu marques beaucoup de points. Donc Pierre, t'allais réagir dessus, hein ? Non, juste que c'est décalé en fait. Ouais, oui, bien sûr. C'est décalé d'une année sur l'autre. C'est pas... voilà, donc là, ce qui s'est passé la saison dernière, notamment pour les jeunes, c'est très positif, donc ça va payer assez rapidement. Le classement du mois de février ou avril. Voilà. Là, on parlait de l'amitié dans le staff, mais c'est un sujet qu'on peut élargir au rugby, les joueurs. Le fait d'être amis ou de créer beaucoup de liens, qu'est-ce que ça a réellement comme impact dans le rugby pro de 2026 ? Est-ce que ça a vraiment une importance que les joueurs se fassent des bouffes ensemble en dehors, soient vraiment amis, liés, ou aujourd'hui, finalement, ce qui compte, c'est la qualité sur le terrain ? Je pense que les deux sont importants. Mon avis, c'est que on l'a vu, tu n'as pas besoin d'être ami, ça s'est vu dans le passé, pour gagner un titre ou faire une belle saison, c'est pas vrai. Par contre, tu as quand même besoin d'une grosse solidarité sur le terrain. Tu as besoin, et tant mieux si en dehors du terrain, il se passe des choses, et je pense qu'on a des joueurs où ils sont potes depuis des années, et ça c'est bien. Mais pour moi, la vraie amitié et le vrai respect, c'est de se dire les choses, surtout quand on est amis, quand on est potes. Et pas l'inverse. Parce que la vraie crédibilité dans ça, c'est que les gens, au plus ils se régulent entre eux, au plus ils sont sincères entre eux, au plus ça crée
une équipe forte. Si tu es pote, très ami, et que tu te dis rien, c'est pas bon pour la performance. Est-ce que justement, tu disais, il y a des joueurs qui sont potes depuis jeunes, je le vois beaucoup chez les espoirs, pour avoir fait un peu les déplacements avec eux sur les phases finales. On voit qu'ils sont tous très amis, ça se chambre beaucoup, ils ont l'air de se connaître par cœur. Le fait d'avoir ces jeunes qui se sont connus à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, ça change quelque chose dans la donne aussi, plutôt que d'avoir des joueurs qui arrivent des quatre coins du monde? Ça change, et ce que disait Pierre, ça change, c'est le degré de sincérité qu'ils ont les uns envers les autres. C'était comme la première question un peu que tu as posée à Pierre. Pierre et moi, en dehors du campus, on ne se voit pas. Alors, si on se voyait en dehors du campus, on se verrait, on serait mariés peut-être. C'est plus que vos femmes, ouais. Mais c'est la sincérité de la relation en fait, qui existe, et c'est ça pareil pour les joueurs. Au quotidien, ils ne sont pas tous amis, ils sont 55 en comptant les joueurs, les jeunes qui sont avec eux. C'est surtout sur la sincérité, les objectifs en commun qui se fixent en fait, et du coup, tu peux pas trahir. Si tu trahis en fait cette sincérité-là et ces objectifs fixés là, tu gagnes pas. Donc c'est surtout là. On posait cette question puisque l'an dernier, c'est quelque chose qui avait été soulevé par les joueurs eux-mêmes. De mémoire, Teddy Bobigny, Jérémy Senzel, ils avaient expliqué qu'il y avait un manque de lien entre les joueurs. Du coup, comment on peut arriver sur une intersaison ou via des recrutements à créer ce lien, à recréer ce lien? Ce qui est important, c'est que les joueurs créent du lien en dehors. C'est très positif. C'est-à-dire que la preuve, ils t'ont dit que peut-être l'an dernier, ils l'ont moins fait. Et ça a causé aussi un peu des choses où tu es un peu plus individuel, peut-être. Hein. Mais la vraie raison, c'est qu'il faut souffrir ensemble et être consistant dans cet effort-là, ensemble, quand c'est dur. C'est la vraie solidarité, elle est là. C'est pas celle de faire la fête ensemble ou de passer des moments ensemble. Ça, c'est le petit plus, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Et tant mieux s'ils le font. La preuve, c'est qu'il en a manqué un peu, peut-être, ils te l'ont dit. Mais ça, il faut qu'ils se le fassent entre eux, quoi. Tu vois ? Donc, mais la vraie, pour moi, la vraie solidarité, le vrai partage, c'est ce qu'ils vont faire dans la souffrance, dans la douleur, comme ils ont eu ce matin, là. Ouais. Voilà. Et puis, il y a eu des moments, des fois, de ras-le-bol, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Il y a l'autre à côté qui régule et qui dit allez, on y va, on s'accroche. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ce qu'on a remarqué aussi dans les stats l'an dernier. Du coup, il y avait parmi les meilleurs gratteurs sur le site de la LNR, si les stats sont bonnes, le meilleur gratteur c'était Serein. Du coup, c'est un demi de mêlée. Ça montre quand même que derrière, il était peut-être moins soutenu. Voilà, ça, c'est des choses du coup que vous essayez de corriger cette année. Oui, sur ça, oui, tu as raison, parce que après, il y a des profils de joueurs. D'accord, sans citer des noms, il y a des joueurs dans le championnat qui ont des profils très élevés sur ça. Mais tu as raison aussi, c'est que ça relève un peu un état d'esprit et une façon de le faire et de s'entraîner à le faire, surtout quand tu n'as pas ce profil-là. Donc il faut s'entraîner pour pouvoir le faire beaucoup plus souvent et mieux. Tu as raison, tu le relèves, c'est pas normal que l'autre du mêlée fasse partie des meilleurs gratteurs. C'est pas normal, je suis d'accord. Quand tu es revenu au club, tu avais dit aux supporters que tu voulais remettre de la toulonitude dans le club. Et alors, il n'y a pas que ça, il y a l'ADN, on va en parler après, mais il y a aussi le retour d'anciens. Donc c'est vrai qu'il y a le retour de Jérémy Senzel, de Michael Ivaldi, maintenant de Gaël Ficou. Je ne sais pas si Franck Azema, on peut le considérer comme un ancien Toulonnais aussi, un petit peu. Est-ce que tu vas continuer ça ? Est-ce que ça compte dans le recrutement à un moment ? Est-ce que tu as d'autres anciens Toulonnais à rapatrier peut-être ? Sur une équipe, ça compte, oui. Un club comme Toulon ou ailleurs, hein, sans prétention, mais ici, ça compte. Oui, on a besoin d'avoir des gens qui ont cette identité, parce qu'on parle beaucoup d'ADN, mais j'ai envie de parler plus d'identité. On a beaucoup travaillé avec le staff. Notre identité, on a sorti quelque chose, on va le retravailler avec les joueurs, parce qu'on parle beaucoup de Toulon, de son ADN, son identité, etc. Mais tu t'aperçois que des fois, on s'éloigne un peu de ça. Qu'est-ce que c'est réellement notre identité ? Comment on doit le partager ? Comment on doit le vivre tous les jours ? C'est facile de dire, parce que c'est un héritage qu'on a eu. D'accord ? On a tous vécu des années avec des anciens, etc., qui nous ont transmis des choses. Mais il est important que les joueurs qui arrivent, les joueurs qui sont là au club, qui ont peut-être oublié un peu cette identité, se reconnectent avec ça. Donc ça, c'est le gros travail qu'on fait maintenant.
le fait d'avoir justement des jeunes qui arrivent très jeunes, à 13, 14, 15 ans au club, est-ce que c'est une bonne façon, ça aussi? Comment on leur inculque ce côté toulonnais à des jeunes du centre de formation? Et est-ce que c'est justement une garantie quelque part que ces mecs-là seront vraiment tatoués toulonnais, quoi? Alors une garantie non, parce que ça dépend vraiment de la personne, mais c'est important de les avoir jeunes. Le plus important, si on arrivait à faire ça, et je pense avec le projet RCT Passion, on y avance de plus en plus, c'est d'avoir pratiquement que des jeunes issus de notre région, et après aussi issus de notre département. Mais quand on recrute à l'extérieur, il faut quand même aller chercher ce côté identitaire chez un garçon. Là, vous l'avez vu par exemple Coco Mezou, qui a re-signé. C'est très parlant la vidéo qui a été faite parce qu'en fait là d'où il vient il y a des valeurs similaires, sans parler de son club, juste de parler de sa région, ça ressemble, c'est une ville portuaire, voilà, et ça c'est ancré, donc déjà tu peux aller le chercher naturellement chez le garçon. Et sinon aussi, c'est encore une fois, tout part du staff. Nous, quand on a des jeunes qui arrivent, pendant la pré-saison, il y a des journées cohésion qui sont faites, mais une journée cohésion, c'est pas faire la fête, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. C'est monter le Pharon et finalement avoir quelqu'un avec nous qui nous raconte l'histoire de Toulon quand on est tout en haut, voilà, où tu te situes, qu'est-ce que tu vois. On a fait cette année, ils ont fait encore, on appelle ça un Toulon Express. Donc en fait, ils ont des points de relais, des points de passage de partout dans la ville. Et ils commencent à ancrer cette histoire, en tout cas en eux. Et puis il y a la découverte de tout ce qu'il y a autour de chez nous. Donc il y a plein de choses à voir. Et en plus de ça, le staff quand même. Et c'était le gros travail fait par tout le staff pro et centre de formation. Mais c'est d'ancrer ces valeurs-là. Mais il faut les incarner nous d'abord. C'est vraiment... Et pas se tromper sur les valeurs qu'on veut incarner. Mais c'est comme... si je reviens au début de l'interview, c'est la même chose sur l'état d'esprit et sur la cohésion de l'équipe. Ils ont aussi besoin de voir qu'il y a une vraie cohésion dans le staff. Je crois que tout part de là. Si nous, on transpire la bienveillance, le travail, la bonne énergie et aussi cette convivialité-là, eh eux, ils reçoivent cette transpiration-là. Et donc, ça leur donne envie d'être comme nous. Donc, je crois que c'est ça la réussite aussi là, du staff qu'a construit Pierre aujourd'hui. Pardon, non, après pour compléter ce que dit Cédric, après il y a le centre de formation, mais il y a aussi tout RCT Passion. Là par exemple hier on a fait une intervention avec tous les coachs et on va faire fin août avec l'ensemble du club. Je parle du club association, à travers RCT Passion. Tous les gens vont être mobilisés sur l'identité du club. Tous. Un atelier de brainstorming exactement, un petit peu. Exactement, on va faire un atelier, c'est exactement ça. On va aller au Cabrin là-bas, on va être bien reçu, truc militaire, vous savez. Voilà. Ouais, Terrasse du Cabrin. C'est ça, exactement. Donc très bien, on va travailler au club le matin, l'après-midi on va faire des ateliers, tout ça, donc ça va être super. Et justement, on va transpirer un petit peu ça, notre identité, mais pas que. Comment fonctionner ensemble, comment former nos jeunes, comment fonctionner en tant que club, association RCT, avec aussi le centre de formation. Donc voilà, c'est un gros travail, mais il faut diffuser ça à nos jeunes. Et la meilleure chose pour le faire, c'est les acteurs. Ce sont les entraîneurs, les éducateurs, le kiné, le docteur, tout le monde, les préparateurs physiques. Tous ces gens-là, ça représente beaucoup de monde. Hein. Et au-delà du coup du RCT, l'intérêt, c'est aussi que les clubs de la région suivent un peu la même doctrine, entre guillemets. Alors, ça, c'est un autre sujet. Dans les 3 volets de RCT Passion, il y a le territoire, ce dont vous parlez. Vous savez que maintenant, ça fait 4 ans. Je ne dis pas que c'est acquis, parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, mais aujourd'hui, les gens travaillent avec nous, collaborent, échangent, on fait beaucoup de choses ensemble. Et ça, j'ai envie de dire, c'est gagné. Et on continue à s'améliorer. On va encore aller à un territoire un peu plus élargi. Mais on s'occupe essentiellement du Var, bien sûr. On va aller un peu plus loin. Donc ça, c'est la première partie. Puis après, il y a la partie préformation, celle que je viens de dire tout à l'heure, et la partie reconversion. Et du coup, au-delà de l'origine des joueurs, quand on regarde le recrutement cette année, on a l'impression qu'il y avait une volonté aussi de chercher quand même des leaders de jeu, des leaders de vestiaire, avec des joueurs qui ont plus de 30 ans, qui ont un nombre de sélections important.
est-ce que justement c'était aussi pour pallier peut-être à un manque ou en attendant que des jeunes prennent ce relais dans quelques années? Oui, alors après quand tu prends Gaël Ficou, je peux vous dire dès aujourd'hui que ce garçon il doit faire la Coupe du Monde. Je ne suis pas Fabien Galtier, je ne vais pas lui donner des leçons, mais ce garçon il est incroyable. Dans une grande forme. Il a un leadership très élevé. Vraiment. Je le dis très sincèrement, moi je le connaissais un peu, mais là je le découvre de plus en plus. On le découvre de plus en plus. C'est un excellent joueur, qui est toujours en forme, qui a une grosse envie de revenir ici et de réussir, sans se mettre une pression négative. C'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est quelqu'un qui déjà sur le terrain, on dirait qu'il est là depuis 5 ans. Hein. C'est incroyable. Et ce joueur-là, si sur le terrain il montre le chemin, je parle sur les performances, pas que par la voix et le leadership, c'est quelqu'un qui doit faire la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde avec la France en 2027. Et donc ce joueur doit performer rapidement pour dire je suis là, parce qu'il est tellement précieux et on est très content de l'avoir pris. Et du coup, devenir un leader comme l'est devenu Gaël, qui est toulonnais, est-ce que c'est inné du coup par son caractère? Est-ce qu'il a eu comme ça, comme peut l'avoir par exemple Mathias Alagahu, ou est-ce que ça peut se travailler dans le temps? Est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui chez les qui jeunes sont peut-être dans l'ombre et qui vont arriver? Il y a les deux. En fait, tu as les deux formes de leadership. Tu as celui qui l'a ancré en lui. Mais attention, être un leader, même quand tu l'as ancré en toi, c'est pas juste celui qui prend la parole. On confond souvent ça. Le leader, en fait, le vrai leader, c'est celui qui est capable de parler, mais qui parle très peu finalement, mais qui, au quotidien, montre la voie à suivre, s'engage au quotidien. S'engager, c'est pas que faire du 100%, c'est venir à l'entraînement, avoir le sourire, venir en soins, arriver à l'heure au rendez-vous. C'est ça, montrer l'exemple. C'est ça, un vrai leader. Et c'est là où peut-être on peut se tromper sur le leadership. C'est pas celui qui parle le plus fort qui est un leader. Et chez les jeunes, c'est beaucoup ça. C'est un peu le plus costaud, celui qui joue le plus. Non. Le vrai leader, c'est celui qui montre l'exemple. Et Gaël, pour revenir à lui, aujourd'hui, depuis le début de la prépa, il montre l'exemple. Il parle très peu, mais quand il parle, c'est toujours juste. C'est toujours au bon moment. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de mecs qui suivent ce genre de garçon. Donc ça, c'est bien. Et après, tu as le leader qui travaille, c'est pas inné chez lui. Peut-être au départ, c'est pas quelqu'un qui aime prendre la parole. Il y a des leaders qui prennent pas du tout la parole. Mais par contre, ils sont exemplaires. Et à force d'être exemplaires, finalement, naturellement, les autres les suivent et ont envie de faire la même chose qu'eux. Je pense à un Charles Olivon quand on parle de ça, par exemple. Il m'a l'air plus taiseux peut-être que d'autres, mais leader par l'exemple peut-être. Oui. Par exemple. Voilà, ou chez les plus jeunes, quand je dois revenir chez les plus jeunes, on avait Léo Amela. Il ne parle pas, hein. C'est vraiment pas un grand bavard. Par contre, il a été capitaine chez les jeunes parce qu'il a toujours montré l'exemple. Juste dans son évolution depuis qu'il est arrivé, c'est un exemple de travail. Donc en fait, nous, on l'utilise aujourd'hui comme exemple sur les 4 dernières saisons qui sont passées au centre de formation. Et puis il y en avait d'autres. Il y avait Pierre Damon, mais qui a une forme de leadership différente que celle de Léo. Voilà, c'est des jeunes comme ça. Et puis il y a des encore plus jeunes qui arrivent là. Donc c'est pas que des grands bavards, les leaders. Il faut pas se tromper là-dessus. Ils feront pas de podcast du coup. Ils feront pas de podcast. Ils peuvent. Ça sera rude. On va souffrir un peu. Dans ton discours de fin de saison, Pierre, tu as beaucoup parlé de l'ADN, du caractère que tu voulais retrouver sur l'équipe. Est-ce qu'on doit comprendre qu'on s'en était écarté la saison dernière? Est-ce que c'est dû à des choix de jeu aussi? Peut-être que c'est pas le cas, mais moi j'ai senti qu'on avait essayé à un moment d'aller chercher peut-être un peu l'UBB, le Stade Français, sur un volume de jeu, jouer debout, plus de continuité dans le jeu. Et est-ce que ton discours, ça veut dire on veut revenir à une grosse domination des avants, concasser devant et laisser un petit peu ça de côté, ou c'est pas ça? Non. En tout cas, notre philosophie de jeu qu'on veut retrouver un peu plus dans notre ADN, comme tu dis, en tout cas notre identité, je dirais plus ça. La première des choses, tu l'as dit, c'est oui, à Toulon, c'est le combat, d'accord, mais le combat dans toutes ses formes. Donc oui, c'est quand même un héritage que je disais tout à l'heure, on doit continuer à faire transpirer ça. C'est comme ça. On doit avoir une bonne mêlée, une bonne touche. On a eu toujours une très bonne mêlée ici. La meilleure du top 14. La meilleure du top 14.
Sur la touche, on doit s'améliorer. Sur les ballons portés, sur la touche en général. On doit être bien meilleur. J'ai confiance en Alex Kolding qui est arrivé avec Cédric pour travailler ce secteur-là. Et je trouve qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée. Donc c'est très très bien, très positif. Mais ça, comme on dit, c'est à montrer et c'est à prouver. Donc c'est intéressant. Donc la deuxième des choses, c'est retrouver une défense qui a toujours fait notre force depuis 4 ans, sauf l'an dernier. Donc on s'est un peu oublié par moment, à mon avis, où on a voulu mettre la charrue avant les bœufs et on a peut-être oublié l'essentiel par moment. Donc on revenir un petit peu sur ça. Pourquoi ? Déjà pour avoir une base forte. Quand tu as une bonne défense, une bonne conquête et que tu es dominateur, tu auras certainement des ballons à récupérer. Et là, il faut être très bon. On travaille énormément ce jeu après turnover où c'était pas mal l'an dernier. Mais on doit continuer encore à progresser sur ça, sur ce jeu de récupération. Comment l'exploiter, comment le jouer, comment être beaucoup plus efficace et marquer. Pas que avancer, créer de l'avancée pour marquer. 3 points, 5 ou 7 points. Voilà dans la philosophie, mais surtout sur la philosophie de l'attaque, parce que maintenant on va en parler. La philosophie d'attaque, je veux qu'on soit beaucoup plus en lecture et moins en récitation que ce qu'on était peut-être. Qu'on soit moins prévisible, qu'on soit dans l'adaptation. Ça demande un petit temps d'adaptation justement pour nos joueurs. On est capable, je pense qu'on a des joueurs capables d'avoir des mains, d'être dans ce jeu-là. Je ne dis pas il faut avoir un schéma de jeu, mais il faut pouvoir surprendre. Voilà, avec des choses bien claires. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Il y aura du déchet, je vous l'annonce. Mais l'équipe qui perd le plus de ballons dans le top 14, vous savez qui c'est ? C'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne en ce moment. Ils perdent le plus de ballons par match. Alors que nous, on s'est concentré peut-être trop sur ça, à dire on perd trop de ballons. Mais c'est vrai qu'à force de dire peut-être on perd trop de ballons, on tente moins de choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. On respecte le jeu. On ne fait pas des 50-50, des passes impossibles. C'est pas ça. On respecte le jeu, mais à un moment donné, il faut créer une certaine dynamique. Il faut que les avants aussi reprennent des situations au contact pour créer de l'avancée, pour libérer pour nos 3/4. Donc voilà, avec beaucoup plus de lecture et être moins prévisible en tout cas, et avoir beaucoup d'audace par rapport à ça. Donc il y aura un peu de déchets. Mais on imagine que les joueurs sont contents de retrouver peut-être un peu plus d'instinct et de liberté, non ? Parce qu'ils s'étaient un peu pleins du contraire avant. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Puis cette efficacité, comment on peut aussi la récupérer ? Alors, certes, on peut perdre des ballons parce qu'on a des ballons d'attaque, mais l'an dernier, quelquefois, on s'est retrouvé de manière très frustré parce que plusieurs fois, on passe la ligne et on se fait retourner dans l'embut. Oui. Je ne sais pas, j'ai pas de stats là-dessus. D'un point de vue supporter, c'était énorme. Ouais. Est-ce que justement, c'est le fait d'être trop prévisible, donc la défense s'adapte, elle a juste à nous coffrer, ou est-ce qu'on peut arriver à gagner en efficacité, en tête froide là-dessus ? C'est un peu des deux. D'être un peu trop prévisible, donc contrer, et manquer de variété, voire de détails. Être pas assez précis dans les détails à 5 mètres de la ligne, notamment. Donc voilà, les équipes adverses ne lâchent pas le morceau et on a manqué cruellement d'efficacité. Mais comme sur les ballons portés, on n'a pas marqué assez d'essais. On est contraire de notre ADN. Donc il faut retrouver quand même de l'efficacité sur les ballons portés, il faut retrouver de l'efficacité en attaque et en défense. T'as compris le message sur les ballons portés, Cédric. J'ai compris, on a tous compris. De toute façon, on l'avait tous vu l'année dernière. Mais là où il faut qu'on arrive à travailler, c'est ce côté... on ne veut plus de joueurs égoïstes. En fait, il y a eu un moment où on voulait être celui qui marque et non pas être celui qui fait marquer. Et en fait, dans toutes ces zones-là de terrain, justement, quand tu es dans la zone de marque, tu vois, il ne faut plus être égoïste. Si tu t'isoles, c'est fini. Ouais. Il faut en fait se dire, dans mon rôle, si je fais bien mon rôle et que ça marque derrière, c'est autant valorisé que si c'était moi qui aplatissais l'essai. Et là, ça, on l'avait perdu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. C'est ces détails qui comptent. Ces détails qui comptent et qui servent à l'équipe. Plus que finalement, celui qui aplatit à la fin, c'est parce qu'il y a eu une somme de joueurs qui ont fait leur travail et qui se sont sacrifiés pour l'équipe. Le sens du sacrifice va être important chez nous cette saison. Sur les ballons portés, justement, à partir du moment où tu as commencé à travailler sur ces skills-là, on a vu quelques améliorations quand même. Est-ce que ça t'a convaincu aussi d'avoir des
entraîneurs de skills plus pointus plutôt que d'avoir un entraîneur des avants, un entraîneur des arrières, avoir des gens qui vont travailler sur des secteurs de jeu très spécifiques. Je pense que par rapport à comment on veut travailler aujourd'hui, tu peux pas avoir juste un entraîneur des avants parce qu'il y a beaucoup de monde. Quand ils font une séance, ils sont entre 2 et 3 paquets d'avant. Donc une seule personne, compétence extrême, ce que tu veux, elle ne peut pas être dans le détail avec tout le monde. Alors qu'il faut être dans le détail. Donc minimum 2. Il y a Mika Evaldi qui peut donner un coup de main. Il y a Ida Salmartini qui peut donner un coup de main aussi. Il y a Sofiane qui est arrivé. Voilà, on est ensemble. Et plus on amène de la compétence et du détail, au plus les joueurs seront performants. D'accord. Sofiane, donc entraîneur des espoirs, il vient aussi filer un coup de main chez les pros ? Il vient, il a le temps de découverte encore, mais, parce qu'il vient d'arriver, mais en tout cas il est là. S'il peut intervenir avec nous, on le prend aussi. Hein. Il observe beaucoup et il transmet. Après, il transmet aussi dans son rôle et dans le travail qu'il a à faire pour les espoirs et pour le club. C'est ça, c'est prendre tout ce qu'il y a à prendre au quotidien, parce que là, les espoirs sont en vacances cette semaine, donc il était là tous les jours. Et il a son calepin, il note, il a les vidéos, il entend, il voit, il apprend et il transmet. Donc ça, c'est aussi très, très important. Allez-y. Non, juste pour terminer sur la philosophie et l'ADN, ce qu'on cherche aussi cette année, c'est d'avoir la même attitude à l'extérieur. Et je commence par l'extérieur, comme à domicile. Est-ce qu'on a eu ça la saison dernière ? Non. La saison d'avant, je trouvais que c'était plutôt en bonne voie. On n'était pas parfait en tout cas, mais on prenait des points un peu partout. Voilà. Donc voilà, il faut retrouver ça aussi dans notre identité. Oui, du coup, cette philosophie aussi, on suppose qu'elle est appliquée dès les plus jeunes. On est au RCT et dans la même philosophie que chez les pros si on est en minime, j'exagère, mais... Oui, non, t'exagères pas, c'est ça. J'exagère pas, alors. Dès l'M14, les coachs sont au courant de ce qu'on veut dans notre identité. D'accord, il y a des consignes. Mais assez simplement. Oui, bien sûr. D'accord, c'est pas 10 slides, je peux vous le montrer. Hein. C'est très simple. C'est ce qu'on a travaillé nous, c'est ce qu'on va retravailler aussi avec les joueurs. Ça peut pas venir que du staff. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu tôt, excusez-nous, mais c'est un peu tôt. On va partir en stage là. Il va rentrer, il faut qu'il y ait tout le monde. Les internationaux, tout ça, donc voilà. Sur les profils de jeunes qui arrivent aussi, on peut citer Luciano Acevedo, Chachvili bien sûr, Kapoku. On a l'impression qu'on a des joueurs là quand même avec des gros caractères, agressifs sur le terrain, un peu méchants entre guillemets. C'est voulu aussi, ça va avec cette volonté de retrouver la horde sauvage de 87. On sent qu'on a des mecs comme ça qui peuvent faire mal, qui peuvent faire peur même sur un terrain. Ah oui, de toute façon, si on prend le cas d'Acevedo, on sait qu'il y a un développement énorme le concernant. Mais quand on le recrute, sur les images qu'on regarde et les matchs qu'on voit et tout ça, c'est parce que, je ne sais pas si le terme je peux l'employer, mais c'est un connard. Il est dur. Il en faut. Et il en faut. En fait, il faut arrêter d'être toujours propre, trop propre. Et avoir des mecs qui sont à la limite, des mecs qui s'engagent fort, même au quotidien, en entraînement, même si on les régule parce qu'il ne faut pas blesser certains, mais il ne faut pas blesser les autres. Mais d'avoir des mecs un peu méchants, qui ont ce tempérament, cette envie de faire mal à l'adversaire, c'est ce qui te fait avancer. Et c'est ce qui attire aussi, ce qui entraîne les autres. Voilà. Et on sait, quand Pierre le dit, hein, c'est la défense. La défense, c'est la jauge d'engagement de ton équipe. Si tu as une bonne défense, c'est que ton équipe, elle s'engage. Et si elle s'engage, ça veut dire qu'elle avance. Elle avance en attaque, elle avance en défense. Et du coup, c'est ça. Donc, avoir des joueurs qui sont capables de te mettre dans l'avancée, c'est très important. Il y en a un qui s'en souvient, c'est le centre du Leinster, là. C'est Ancho. Je crois qu'il s'en souvient encore d'avoir rencontré Chachvili. D'avoir rencontré Chachvili, ouais, c'était une présentation. Sur ce lien... Je pense qu'il ne s'en souvient pas, par contre. Peut-être qu'il ne se souvenait plus de grand-chose. Sur le recrutement des pros, est-ce que c'est influencé par les jeunes que vous voyez arriver au centre de formation ? Si vous voyez arriver de très forts potentiels, je pense au poste de centre par exemple, où je me dis tiens, on prend des mecs qui ont 31-32 ans parce que vous savez qu'on a 2-3 jeunes là qui arrivent. Ça compte ça aussi, de ne pas vouloir cramer, de ne pas vouloir griller entre guillemets des jeunes ? Quand on a Morlan Kowi qui arrive par exemple, on se dit qu'on peut prendre des joueurs plus âgés, ou ça compte pas ? En fait, c'est un équilibre. Il est clair que dès qu'on a un gros potentiel chez les jeunes, Cédric, on le sait, ce jour-là, est-ce qu'il est prêt pour jouer le D à la saison prochaine ? Oui, non. Donc oui, on ne prendra personne
Non, il a besoin encore d'1 an, 2 ans de développement. On peut prendre quelqu'un qui n'est pas forcément trop jeune ou pour faire le taf pendant 2 ans, hein, et permettre à l'autre de continuer de se développer. Mais pour revenir à ça, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin dans notre organigramme et dans notre fonctionnement, on a créé une cellule de recrutement. C'est-à-dire que ce n'est pas que Laurent Emanueli, c'est pas que Pierre Mignoni, c'est pas que Franck Azema, c'est pas que Cédric Béal. Ces gens-là travaillent ensemble, d'accord, et décident un petit peu sur le plan de succession, ce que tu dis. Oui, ben ce joueur-là, il est prêt, on continue, et on fait des choix. Alors des choix sportifs, des fois il y a des choix financiers. Vous le voyez, ce qui arrive en ce moment. Il y a des choix forts, c'est compliqué, c'est incompris, c'est pas toujours logique, je l'avoue. Mais voilà, on fait des choix. Et cette cellule, à mon avis, fera qu'on saura, on se trompera moins, on travaillera beaucoup plus ensemble plutôt que de décider à une personne ou 2 personnes. Ça veut dire qu'on élargit la réflexion, pas forcément les pros, mais aider les jeunes. Justement, est-ce que sur des profils qu'on n'arrive pas à trouver en pro, pilier droit, numéro 5, est-ce que justement l'idée c'est peut-être d'aller missionner, de prendre des mecs qui ont 16-17 ans pour... C'est le but. Ça. On a un plan de succession qui va des U14 jusqu'au pro. Donc on sait que voilà, dans 3 ans, il y a tel joueur qui devrait émerger ou en pro. Dans 3 ans, l'autre qui va émerger en Crabos. Dans 2 ans, un autre qui va émerger en espoir. Et après, l'histoire de la vie fait que il va réussir ou pas. Mais ce plan de succession créé depuis quelques temps sur le projet RCT Passion et le projet RCT fait que oui, des fois les pros ne recrutent pas un joueur à un poste se disant on va faire le dos rond, ou il y a eu des recrues justement intermédiaires qui ont permis de faire le point. de faire la bascule pour d'autres joueurs. Prenez l'exemple du départ de Facundo Isa, d'accord, qui était un départ qu'on peut discuter, peut-être prématuré pour le club. Un peu tôt, on aurait préféré garder Facundo peut-être encore 1 an, pour être très, très transparent. Mais Michaud, qu'on avait dans les bagages quand même, il était prévu pour remplacer Facundo à court terme. Et Patrick Tufois peut-être aussi. Et Patrick aussi, mais je parle déjà des joueurs qui étaient au club. Ouais. Et Michaud était déjà au club. Donc Michaud, on savait qu'il allait prendre le rôle un petit peu dans le profil de Facundo. Pour vous donner un exemple, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il soit blessé pendant 6 mois. Ouais, voilà. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Facundo parte aussi si tôt. Peut-être qu'avec 1 an de plus, Michaud 1 an de plus. Voilà, peut-être. Donc des fois, il y a des timings qui se corrèlent plutôt bien. Et puis des fois, le financier, le choix, les impératifs du club font que c'est compliqué. Malheureusement. Et des fois, c'est incompris et je l'accepte. Mais des fois, c'est compliqué et c'est pas aligné. Voilà. Et puis des fois, ça l'est, et tant mieux. Ça doit être, j'imagine, toujours un peu délicat pour toi de trouver le bon niveau de communication entre ce que tu as envie de dire, ce que tu ne peux pas dire. Il y a des choses qu'on comprend parfois aussi plus tard. Je pense à Oliver Cowie qui n'a pas joué pendant des mois. Tu voulais pas trop en parler parce qu'il avait sa blessure à l'épaule. Tu en as parlé bien plus tard au final. Oui, parce qu'on protège un peu le joueur aussi. On ne peut pas tout dire. À la communication, on essaye de dire les choses, mais le plus honnêtement possible. Mais des fois, voilà, Oliver, vous voyez bien que au final, il a quand même joué. Malheureusement, il s'est fait opérer là. Il va falloir encore lui laisser un peu de temps pour revenir. Donc, s'il ne joue pas au début, ne vous affolez pas, s'il vous plaît. L'an dernier, on en a parlé, on avait identifié quelques points faibles, les contests, aussi les réceptions sous ballon haut. Est-ce qu'on arrive à travailler spécifiquement ces points faibles sans pour autant délaisser autre chose ? Et si oui, comment est-ce qu'on rattrape ce retard ? Parce qu'il y a des joueurs qui sont naturellement forts aussi parfois sur ces trucs-là. C'est plus facile de prendre 2 ailiers qui sont super bons sur les ballons hauts, mais j'ai pas les moyens et j'ai pas la possibilité de le faire. Donc on va essayer de travailler avec nos joueurs qu'on a, de les rendre meilleurs. On a des profils aussi qui sont bons. Hein. Je parle à un garçon comme Ryan Rebadge, par exemple, des joueurs que vous allez certainement plus découvrir cette année, en tout cas je l'espère, qui va pouvoir s'imposer, que ce soit au poste d'arrière ou au poste d'ailier, qui a une belle capacité sur les ballons hauts. Et puis d'autres qui commencent à vraiment bien progresser. Je pense à Mathis Ferté, je pense à d'autres qui travaillent vraiment ce secteur-là. Il faut travailler ce secteur-là. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est pas essentiel, mais
presque. Quoi. Ouais, c'est une nouvelle phase de conquête. Hein. Enfin, Ben oui, on prend comme ça. il n'y a plus d'escorte. Donc il y a une façon de travailler, et je félicite aussi Max Petitjean qui travaille beaucoup dans ce secteur-là. Eh ben, il faut continuer, il faut développer nos gars. On n'est pas les meilleurs aujourd'hui, c'est vrai. Mais si on le perd en haut, il faut le gagner en bas, il faut le récupérer plus tard. Vous voyez, encore une fois, le Stade Toulousain perd énormément de ballons, mais ils en récupèrent aussi beaucoup. Indirectement, ou par des contests, ou sur des ballons qui traînent, ou par leur défense. Donc, il va falloir compenser quelque part. C'est ça, mais c'est que du coup, en fait, avec la contrainte des GIF, du salary cap, on en a un peu discuté avant de démarrer l'interview, c'est difficile d'avoir un effectif complètement équilibré. Donc, est-ce que dans une réflexion de construction d'effectifs, on se dit je vais accentuer mes points forts parce que c'est mes points forts et je ne veux pas les perdre, ou est-ce que je cherche justement à équilibrer en fonction de tout ça et de compenser mes points faibles au risque d'être... Cédric qui s'exprimera, mais pour moi, les points forts, il faut continuer à les travailler, à les développer et surtout à les voir. Les points à améliorer, parce que les points faibles, si tu sais pas faire une passe de neuf que tu joues pilier, ne va pas la travailler parce que tu vas perdre du temps. J'exagère, mais c'est pour expliquer. Mais par contre, tu as des points à améliorer. Le domaine du secteur du contest, du ballon haut, je suis désolé, si tu le travailles, tu le développes, tu t'améliores. Tu ne seras pas le meilleur gratteur du monde, mais tu vas gratter un ballon peut-être par match, ça suffit déjà à notre bonheur. Et exactement la même chose sur les ballons hauts, etc., etc. Donc oui, il faut bosser, quoi. Il faut bosser, mais continuer à travailler ses points forts sans se dénaturer. On avait reçu Anthony Couder, qui est la responsable de la R&D dans les causeries, qui avait été hyper intéressant pour nous expliquer tout le travail qu'il faisait. Dans quelle mesure ça vient éclairer ce que vous ressentez au bord du terrain? Est-ce que parfois il arrive à vous faire changer d'avis ou vous ouvrir un peu les yeux sur des joueurs où pour vous, il s'est pas très bien entraîné, en fait, il vous dit il a été énorme, ou en match par exemple, ou non, finalement, ce que vous voyez à la data, c'est ce que vous avez vu aussi avec vos yeux? Il y a un peu des deux. En vrai, il y a le ressenti terrain qui est super important, et le rugby avant tout, quand même, avant la data. La data, c'est un complément et ça aide à gérer la charge pour moi et surtout à voir la performance d'un joueur au niveau athlétique. Mais il peut y avoir tellement d'écart en fait, entre ce qui est fait sur la data et ce qui est réellement validé par les coachs. On va parler du secteur du ballon. Si tu as un ailier qui fait 3 sprints dans le match et qui te marque pas d'essai, qui te fait 3 têtes et qui attrape un ballon haut, tu vas te dire putain, l'analyse data il va te dire non, regarde sur les charges GPS, il a fait un super match. Voilà, je pense que les deux s'entremêlent, les deux sont importants, mais il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on ressent, ce qu'on voit et ce qu'on veut. Par contre, c'est un outil qui est hyper intéressant au quotidien pour la charge d'entraînement, pour la gestion de l'état de santé, de forme des joueurs, pour le développement. Voilà, dire aujourd'hui vous devez atteindre telle distance, telle vitesse, tel engagement, en tout cas au niveau course. Si vous faites plus, vous n'aurez pas de top-up. Si vous n'êtes pas encore rentré dedans, vous aurez du travail à faire en supplément, tout ça. Mais voilà, c'est pas la data qui va nous dire si le joueur a fait un bon match. Les joueurs craignent ça, ces chiffres-là, la data, ou ils apprécient, ou ils sont portés un peu sur les stats ou... Ils s'interrogent, oui. Ils interrogent, ils vont chercher l'information, ils sont curieux, ils veulent comprendre. Les chiffres, il faut que ce soit assez simple. Au plus il y en a, au plus c'est compliqué. Il faut que ce soit très simple, que ça leur parle, que ce soit effectif de ce qu'ils font sur le terrain, et le mettre en parallèle. Voilà. C'est ou blanc ou noir. Vous voyez, ça peut pas. Faut que ce soit assez clair. En fait, pour moi, la data, elle est comme la muscu il y a quelques années, en fait, au service du rugby. À un moment, on avait des bodybuilders, mais qui n'arrivaient pas à faire des passes. Donc, en fait, on a mis la muscu au service du rugby. Aujourd'hui, nos joueurs sont des athlètes et pas des bodybuilders. Mais la data, c'est pareil. C'est au service du rugby, en fait. On est des joueurs de rugby, ce sont des joueurs de rugby. Et voilà, il faut trouver l'équilibre et faire le parallèle avec les deux. Est-ce que sur le recrutement aussi, vous utilisez la data ou c'est uniquement de l'analyse vidéo, comme vous avez parlé d'Acevedo par exemple, ou est-ce que vous avez accès à de la data vraiment fine sur les mecs que vous recrutez? Non, on n'a pas accès sur tout, quoi. On a quelques données, mais on n'a pas accès sur tout. Sur les jeunes que je recrute, par contre, comme ils sont la plupart du temps ou en académie ou tout ça, on a quelques données. Ah oui. Et on regarde beaucoup, on va dire aujourd'hui pour un 3 quarts, on va regarder sa donnée de vitesse quand même.
Parce qu'un trocard qui va à 26 km/h, je ne suis pas sûr qu'on le recrute, même si c'est le Mozart du rugby. La vérité, elle est là aussi, quand même. Mais en tout cas, nous, à la formation, quand même, comme on a cette marge de manœuvre sur se dire, le joueur, quand est-ce qu'il est prêt à monter chez les pros? C'est quand il est prêt athlétiquement. Donc ça, c'est aussi important. Donc c'est le gros développement chez les jeunes. Il est athlétique et rugbystique, mais le côté athlétique te permet de t'entraîner en sécurité quand tu as 17-18 ans avec les pros. Voilà, on veut qu'ils soient prêts à encaisser cette charge-là et pas les mettre en danger. Donc sur la formation, c'est quelque chose qui compte quand même. Aurélien parlait du recrutement. On n'a même pas encore démarré la saison. Malheureusement, le rugby est fait comme ça. On sait que les recrutements, en tout cas des meilleurs joueurs, se fait déjà maintenant pour l'année prochaine. On a vu l'exemple de Thomas Ramos. Est-ce que vous avez déjà démarré les négociations pour la saison prochaine? Oui. Avec des joueurs qui sont déjà en fin de contrat, c'est ça? Oui. C'est la réponse qu'on voulait. Merci. On va pas demander de nom, mais il y a de bons ailiers, bons sous les ballons en haut qui sont en fin de contrat. Mais je pense que tu le sais aussi. Okay. Et du coup, sur les recrutements l'année prochaine, c'est particulier aussi avec la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a un marché d'opportunités comme on avait fait par exemple avec Setariki Twikuvu qui était venu en Joker Coupe du Monde de mémoire et qui avait été et surtout peut-être des internationaux de l'hémisphère sud qui pourraient venir aussi peut-être. Mais... Alors, ça c'est super important ce que vous dites parce que l'année prochaine il y a la Coupe du Monde en 2027 et la Coupe du Monde n'est pas dans le format de celle de 2023. Je m'explique, c'est que les joueurs vont être absents très très longtemps. Donc il y aura effectivement 2 recrutements. Mais la première des choses, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est s'assurer à re-signer nos joueurs, faire monter en compétence nos jeunes joueurs. Parce qu'on n'aura pas les moyens, je vous le dis de suite, de recruter énormément de joueurs dans cette période-là, qui ne comptent pas dans le salary cap. D'accord ? Sauf que quand il y a un joueur de première ligne, JB Gros, j'espère, fera la Coupe du Monde, on pourra prendre un gaucher, c'est 1 pour 1 sur les joueurs de première ligne. Si les règles ne changent pas. Hein. Sur les autres postes, c'est 2 joueurs pour 1. D'accord ? Mais quand tu prends un ailier de plus, un 10 de plus, etc., ça fait de l'argent en plus, qui ne rentre pas dans le salary cap pendant un certain temps. Pendant la période de la Coupe du Monde, j'ai plus la date exacte. Mais attention, nous n'aurons pas les moyens de faire un recrutement que sur ça. Donc, je le dis direct. On prendra des joueurs certainement d'expérience qui vont nous aider, comme Alun Jones l'avait fait à l'époque, ça nous avait bien aidé, il y en a eu d'autres. Ça n'a pas toujours été des réussites non plus. Faut pas, voilà, c'est compliqué, le marché n'est pas si simple. Hein, par contre, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on est en train de faire, de préparer là, les Krabos qui arrivent, les premières années du espoir du centre de formation. Ceux-là, les 3-4 qu'on va sortir encore l'année prochaine, ils vont matcher très tôt, même un peu tôt. Mais ceux-là, ils sont hyper importants. On s'était noté justement, il y a plusieurs jeunes qui sont attendus parce que leurs noms ressortent, notamment sur les réseaux sociaux. On peut parler de Gianni Kaleya, de Mine-Mêlée. Il est avec nous en ce moment. On a vu sur les photos. Est-ce qu'on peut espérer que des joueurs comme ça, ou que Christian Mendes ou Tana Keletaona puissent gratter du temps de jeu dès cette saison, même s'ils sont très jeunes? 18 ans. On l'a fait avec Michaud. Hein. J'ai vu et j'ai lu tout et n'importe quoi. Le garçon, il peut avoir 18 ans, être prêt et jouer. Michaud, on l'avait préparé. Bon, Cédric a fait un gros travail sur lui, centre de formation, vraiment. Mais Michaud, il a encore du boulot. Hein. Non, oui. Voilà. Et Tana, qui nous a rejoint cette année, déjà, on voit un potentiel, je vous le dis direct. Ce garçon, il va. Hein. On s'est battu pour l'avoir, Cédric. On l'a chopé au dernier moment. Ouais, vraiment un truc, des conditions. Voilà, mais on a réussi. Vous voulez pas kidnapper? Pas loin. Hein. Pas loin. Non, mais c'est un garçon mais qui a 18 ans, à peine. Donc Christian Mendes, vous l'avez dit, il y en a d'autres. Fopala, le petit Souta. Tous ces joueurs sont ciblés. Il faut que vous sachiez aussi qu'on travaille avec la cellule de Cédric et la cellule rouge. Ce sont ces jeunes joueurs qui sont déjà espoirs. Mais on a aussi une cellule un peu cachée au club, qu'on ne dira pas de nom parce qu'on ne veut pas, ça va tellement vite. D'une année sur l'autre, en 6 mois, les potentiels changent. Et on a aussi une cellule minot. Voilà, on l'appelait minot,
voilà, qui est de notre région. Et celle-là, c'est des gamins qui sont suivis, qui sont en académie, d'autres qui ne le sont pas, et qu'on va faire, qui vont travailler, qu'on va avoir une attention pas particulière parce qu'on s'occupe de tout le monde. Mais un développement un peu plus poussé pour certains, pour les amener, peut-être, à rentrer au centre de formation. C'est l'objectif. Il faut qu'on en rentre plus de notre formation. On n'a plus les moyens. Nous n'aurons plus les moyens à court terme. Je ne veux pas faire peur, mais je dis les choses comme elles sont. C'est pour ça qu'on a mis tout ce projet depuis 4 ans, parce qu'à court terme, on a besoin de sortir encore plus de gamins de notre formation. Voilà. Quel est le taux de réussite aujourd'hui quand un jeune rentre au centre de formation? Est-ce qu'il devienne pro? Nous, depuis 4 ans, donc c'est la 5e saison, là, depuis 4 ans, on a signé 18 joueurs pro. Donc que ce soit chez nous, ou des joueurs qui ont signé pro chez nous qui sont partis, ou des joueurs qui ont signé pro ailleurs. Mais sorti de notre centre de formation, on a signé 18 joueurs pro. Donc en 4 ans, tu fais le calcul, on est pas mal. L'année prochaine, si on l'a déjà anticipé, il y a normalement 6 mecs qui passent pro. Après, attention, ça c'est bien sûr, sous réserve. Voilà, qui pourraient passer pro. Maintenant, il faut qu'ils travaillent, qu'ils confirment aussi. Mais en moyenne, c'est 5 sur 25. Donc c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Mais c'est par génération. Donc en fait, tu n'en as pas 25 dans ta génération, tu as 25 mecs ou 30 mecs au centre de formation sur 5 années d'âge. Donc en fait, le taux, il faudrait que je fasse un calcul, mais on pourrait... mais en gros, quand... faut qu'ils comprennent que en fait, c'est difficile de devenir joueur pro. C'est pour ça qu'il y a le double projet, c'est pour ça qu'il y a aussi nos clubs partenaires. Parce qu'un mec finalement que tu as formé pendant 3-4 ans, et que tu sais qu'il n'a pas le niveau top 14, mais que finalement on t'envoie en National 2, dans tes clubs, on rend aux clubs partenaires ce qu'ils nous ont donné aussi en étant plus jeunes. Donc c'est une réussite aussi. Le mec qui signe en National 2, il a son taf, il a validé un bac plus 3, un bac plus 4 ou un master, et il joue en National 2. Et il vit pas du rugby forcément, mais il touche quand même un petit salaire, et il a un taf à côté. Est-ce qu'on a bien formé ou pas? Oui. Maintenant, on veut aussi des joueurs pros, mais il faut qu'on arrive à... La réalité, elle est là. La réalité, il faut accepter ça, se dire que tu ne feras pas que des joueurs de top 14, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la vie d'un joueur. Voilà. Sur la saison qui arrive, donc on va jouer la Challenge Cup, c'est une opportunité, on va se le dire aussi, ça nous fait tous un peu mal en tant que supporters, et j'imagine à vous aussi, mais c'est aussi une opportunité. On a vu qu'il y a plein de clubs la saison dernière qui jouaient la Challenge Cup, à qui ça a permis d'être plus frais en championnat, pense à Montpellier évidemment. C'est une opportunité pour ça, peut-être faire moins d'impasses, être moins fatigué et faire jouer plus de jeunes? Complètement. Sans dire qu'on ne va pas jouer cette compétition, parce qu'il faut la jouer, soyons pas... On va la jouer, mais des joueurs ont l'opportunité effectivement de jouer, d'avoir du temps de jeu sur ces matchs-là, c'est évident, il faut le faire. Regardez Montpellier, ça leur a donné quand même, une vraie dynamique d'équipe, parce que tu as plus de joueurs qui jouent dans la rotation, etc. Et une fraîcheur qu'ils ont eue avec très peu de blessés. Voilà, ils ont une saison pour eux, quoi. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas gagné, mais enfin, ils ont gagné le titre, pardon, mais pas le top 14. Mais voilà, oui, dans l'idée, c'est ça, bien sûr. Vous parlez, Pierre, des blessures, justement. La saison passée, quand même, on a mangé notre pain noir là-dessus. On a eu pas mal de blessés, des rechutes. Est-ce que, naturellement, vous avez une crainte de revivre ça? Ou alors, est-ce qu'il y a un travail en termes de prévention qui peut se faire pour l'éviter? Mais déjà, j'ai la liste, là, donc comme ça, on a encore des blessés de la saison dernière. Bien sûr. Oui. Donc, je vais parler de Dany, par exemple, Dany Priso, je peux vous donner quelques nouvelles. Dany s'est fait opérer dans l'été. Il y a eu quelques complications sur la plaie, rien de grave sur la blessure. Mais sur la plaie, il fait chaud, voilà, les plaies c'est pas simple. Mais Dany va bien, pour lui, c'est un des plus gros challenges de sa vie. C'est un garçon qui a eu très peu de blessures. On a besoin de Dany, c'est une blessure importante à ce poste-là. Il n'a pas 25 ans, mais il est en forme, vous le savez, et j'espère qu'il va vite revenir. Mais Dany, il n'est pas là avant janvier, quoi. Oui. Voilà. Après, on a Becca qui a un souci encore qui n'est pas réglé. Donc on est sur les mêmes bases, malheureusement, que la saison dernière. C'est une complication qui n'est pas... Comment dire ?
C'est pas un croisé. Un croisé, on sait ce que c'est, on sait ce qu'il y a, on opère, on rééduque, ça marche. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un problème au niveau du pied, c'est un peu plus compliqué. On est en train de trouver, bien sûr, ce qu'il y a, mais ça demande un peu de temps. Donc, on espère le récupérer rapidement. Mathias Alagahu aussi nous manque beaucoup. Il s'est fait réopérer, vous le savez. Mathias, on espère l'avoir en octobre, novembre. On a besoin de Mathias aussi. Voilà, ça c'est de l'an dernier. Hein. Oliver Cowie va revenir. Il est il est en train de reprendre. Il était à l'entraînement ce matin. Il n'est pas encore sous contact. À l'image de Lewis Ludlam, pareil. Donc c'est pas des joueurs prêts encore à jouer. On traîne un peu ça de la saison dernière. Gabin Villiers, vous le savez, pas avant janvier. Il va nous manquer aussi au poste d'ailier. C'est évident. Marius Daumont, idem sur le croisé. Voilà, il va revenir. Et notre ami Gaël Dréan, qui, on l'espère, va vite revenir. Il est là, il est en pleine forme. Vous savez l'opération qu'il a eue. Pour vous donner des nouvelles, il va très bien. C'est en cours de rééducation. Voilà, donc c'est des joueurs qui vont nous manquer sur le début. Il y a un joueur que vous n'avez pas cité, Swan Rebadge, il va mieux. Swan, il a repris. Ça y est. Et Patrick Tuifoy, je sais que c'est une blessure qui est un peu délicate à soigner. Eh oui, mais Patrick, il est en train de revenir. Il est là et il a repris l'entraînement, donc c'est une bonne nouvelle. Tout le corps médical a changé à l'intersaison. Est-ce que ça te permet de donner des directives différentes aussi, peut-être, pour la saison à venir? On change la façon de travailler ou pas? Alors, c'est Sandrine Agricole qui est responsable du médical au niveau des kinés. Donc, c'est Sandrine. J'ai laissé Sandrine choisir son staff. Voilà, donc c'est bien. J'ai fait confiance en Sandrine à 100%. Il y a 2 nouveaux médecins qui sont là, parce qu'on a un fonctionnement un peu différent de la saison dernière. Il faut féliciter Didier pour tout le travail et ces années qu'il a fait, Didier Demoury. 10 ans, je crois. C'est pas simple sur le haut niveau. Et Didier va repartir dans du très haut niveau dans un autre sport, et tant mieux. Et nous, on s'est restructuré avec 2 médecins. Donc, je suis très content. 2 médecins à temps plein qui vont pouvoir s'occuper de Cédric, de tout le centre de formation et des pros. Et des pros. Donc, ces 2 personnes ne vont pas être attitrées, l'un à l'équipe pro, l'autre aux espoirs. Ils vont pouvoir interchanger, travailler ensemble. En fait, ils auront 70 joueurs à s'occuper, et 2 médecins à temps plein, c'est un luxe qu'on a pu s'offrir, et je remercie Jessica Casanova et le président pour ça, parce que c'est important. Parce que tu sais quand même que Philippe Boulard, tu nous l'as piqué. C'était un intervenant régulier des causeries de la RAD. Je ne savais pas. Eh oui, il était intervenu 2-3 fois dans les causeries pour parler justement, alors de l'extérieur. Il nous disait, je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Pourtant, il est très brillant. Mais oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Et maintenant, vous nous l'avez piqué. Il va falloir parler des dédommagements quand même, Pierre. Parce que, non, mais, je ne savais pas, je suis désolé. Ouais. Bah, en fait, c'est lui qui nous avait contacté en nous disant, je suis médecin du sport, je suis déjà passé par le RCT époque Patrice Colazo. Si ça vous intéresse, je peux vous éclairer comme ça sur quelques blessures. Et donc, il l'a fait. J'adore Philippe. C'est un garçon très ouvert. Très ouvert, très organisé, qui a beaucoup de compétences. Non, c'est top. Je pense qu'il sera quand même plus utile au RCT qu'aux causeries, malgré tout. C'est pour le bien commun. Ouais. Ne m'en voulez pas, je pense que c'est bien. Mais moins on l'utilise, plus on est content quand même. Oui, c'est clair. Quand on regarde l'effectif du RCT, on a beaucoup de joueurs entre 19 et 22 ans, et on a beaucoup de joueurs 30, 31 ans et plus. Il y a un creux un petit peu au milieu, là, entre 24 et 28 ans. Est-ce que, d'une, ça vous inquiète, ou est-ce que c'est voulu? Non, c'est pas forcément voulu à tout prix. Ça nous inquiète pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons jeunes qui arrivent. Alors oui, comment dire, à l'image de la demi-finale qu'on a jouée de Champions Cup, vous voyez bien qu'on a fait des erreurs un peu de jeunesse. Ça nous coûte un petit peu des choses importantes, mais quelque part, on met de l'argent en banque pour capitaliser plus tard. Donc voilà, il faut avoir un bon mixte. Est-ce qu'il est vraiment très bon? Voilà, je ne cherche pas vraiment un joueur de 26 ans parce que l'autre a 22 ans. Des fois, c'est un peu... C'est beaucoup d'opportunités de marché, de toute façon. Opportunités de marché, vous le savez. Mais bon, il y a quand même cette ressource qui est en train de grandir. Alors, c'est difficile des fois. On fait des erreurs, je le répète. Mais on est là pour grandir, et grandir un peu plus vite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un recrutement, et quelque chose qui avait été fait il y a 4 ans, quand on est arrivé, mais au niveau des jeunes. Il y avait eu de mémoire 13 recrues extérieures pour le centre de formation. Et sur ces 13, il y en a quand même 8 qui sont passés ou pro chez nous ou pro
ailleurs. Et, c'est énorme. Donc ça veut dire que sur le recrutement, on ne s'est pas trompé, que sur leur façon de travailler, le projet en fait a pris. Et c'est ces jeunes-là qui ont aujourd'hui 22 ans, finalement. C'est la génération 2003, 2004 et 2005. Donc ils sont là et c'est ceux qui alimentent par le bas et ils montrent l'exemple aux générations qui suivent. Donc ça c'est important et c'est peut-être ce creux qu'il y avait là aussi à un moment dans notre formation parce que ça devrait être les mecs de 26, 27 ans, c'est nos mecs à nous. Et ils y sont. Parce que finalement, tu as les frères Rebadge, tu as Gaël qui a été recruté aussi à ce moment-là. Je vais en oublier, mais... Mathieu Smiley qui doit plus ou moins dans cet âge-là aussi. Mathieu Smiley qui est dans cet âge-là, Mathias Alagahu, il y avait Adrien Warion, il y avait Mathéo Le Corvec qui était là. Ils sont là, ces mecs-là. Oui, Bello Carbonel, des gens comme ça. Ouais. Voilà. Bello un peu plus vieux, Bello. C'est ça, c'est 98-99, c'est ça. Et jusqu'à 2001, on a eu un peu plus de mal à les retenir ou à les former peut-être. Mais en tout cas, depuis la génération 2003 jusqu'à celle d'aujourd'hui, on arrive et on les garde et ils sont là et on est content. Cédric, Pierre, dans les causeries, quand c'est hors saison, quand c'est les vacances, quand il y a des doublons, enfin pas des doublons, quand justement l'équipe de France joue, on fait des émissions apéro. Alors on parle un peu des sujets du RCT, un peu discussion de comptoir, on s'amuse bien là-dessus. Du coup, pour terminer, 2-3 questions décalées, type apéro. On a parlé des blessés, il y a eu beaucoup de blessures et souvent on s'amuse nous-mêmes dans le podcast à se poser la question. Le marché il est saturé, il n'y a plus personne, il n'y a plus de jeunes. Vous devez renfler les maillots. Combien de temps vous tenez sur le terrain? S'il n'y a plus le choix, vous devez jouer. Ouf. Moi je me déchire sur le premier sprint, sur le coup d'envoi je pense. Déjà, c'est réglé au moins. Non honnêtement, je sais pas, je sais pas Pierre comment elle le ressent, mais moi j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps que j'étais pro et je me demande comment j'ai fait pour faire ce métier-là. Quand je les vois aujourd'hui s'engager, tout ce que c'est, le travail qu'ils font et les contacts qu'il y a, je me dis tu dis que tu pourrais plus être pro aujourd'hui peut-être? Mais je me demande comment j'ai fait pour être pro. C'est un truc de fou. Pourtant j'aimais ça, mais là je les vois, j'ai l'impression que c'est très loin. Pierre, je le vois sourire, je pense qu'il peut tenir une bonne demi-heure. Un match entier. Voilà. Attendez. Moi, je pense... Il prend un rouge au bout de 2 minutes parce qu'il met une fourchette dans un rug. Non. Il a jamais fait ça. Je ne m'amuserai pas à le faire parce que je tiens un peu à ma santé. Surtout maintenant. Mais non, peut-être j'ai envie de dire 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. En étant malin. En se cachant un peu dans les rugs. C'est ça. Ouais. En bon neuf. Ouais. Moi, je pense 1h05. Je tiens 5 minutes sur le terrain et 1 heure dans les 10 minutes, je fous un peu le bordel. Et puis, mais tu sais, il y a des fois, je me mets au bouclier avec eux. Et ils tapent, et j'ai le sang qui monte là, ça me fait bizarre. Pareil. Ça, c'est un truc de fou. Là. Du coup, il y a des bains de glace aussi pour les coachs. Ouais, faudrait. Et vraiment la question de comptoir, mais si demain, c'est fantasy, des fois tu nous disais Pierre, vous faites du fantasy rugby. Fantasy rugby, demain tu peux intégrer à l'effectif du RCT un joueur qui a joué à Toulon à son meilleur niveau. Tu choisis qui? Il y en a eu plein, des très grands joueurs. Et tu peux en choisir un là dans l'effectif pour l'intégrer cette année. Johnny. Ah oui? Oui, parce qu'il est venu là, il est encore en forme. Hein. Je pensais pas que tu allais dire Johnny, parce qu'on a quand même Albornoz en 10, mais quand même Johnny c'est la légende. Quoi. Il peut jouer encore. Non, je prends Johnny parce que je suis sûr qu'il peut jouer lui une mi-temps. Hein. Ah oui. un contrat à la Manonou pour Johnny Wilkinson. Ah. Non, Johnny n'est pas... Non. Et c'était super en tout cas pour être un peu plus sérieux. Il est venu là en début de... Mais il y a 3 semaines, un mois. Au mois de juillet. Il m'a appelé parce qu'il avait un truc business pour lui, pour sa boîte de boissons. Ah oui, exact. Pour sa marque de boissons, pardon. Il a fait une opération. Au centre commercial. Ouais. Et il a été, il m'a appelé, il m'a dit Pierre, je viens sur Toulon, je ne peux pas ne pas venir. Alors, mais les joueurs sont en vacances, Johnny, donc voilà. Et puis on a récupéré tous les jeunes de RCT Passion, plus Matteo Garcia. Les autres étaient en vacances et voilà. Et il est venu faire un truc pendant 1 heure, 1 heure et demie. Après, je suis resté avec lui, avec des jeunes, et ça a été top. C'est quand même une raison d'arrêter ses vacances, quand même. Oui, c'est une bonne raison. Oui, mais non, mais le joueur n'était pas là. Alors, Melvin Jaminet, il m'a dit Pierre, mais il était en Corse, je n'allais pas le faire revenir de Corse. Voilà, mais il reviendra. Contre, les jeunes, on l'avait dit, ça va durer 45 minutes. Mais ça, 45 minutes de Johnny, c'était 1 heure et 45 minutes. Quand on met une pièce pour le démarrer, on ne sait pas comment l'arrêter. C'est marrant parce qu'il y avait un 10 des Goderman, un 10 de la Mercerie, un 10 des Crabos, des Espoirs
Même 2 des espoirs et un pro. Il faudra les C'est garder, génial. ceux-là. C'était génial. Voilà. Oh, On c'est a passé un bon moment. C'est un poste où on est quand même assez. Et Cédric, un joueur dans tout Putain. l'historique du RCT. Ouais. Un joueur à alors, son prime, au RCT, à son meilleur niveau, que tu pourrais intégrer à l'effectif, là, qui nous manque peut-être. Moi, je dirais honnêtement, fait et parce plaisir. que ça a marqué quand même moi mes premières années avec les pros. Et je me dis, peut-être à un autre poste, il jouerait maintenant. Mais Sonny Bill Williams. Ah oui. Je pense qu'athlétiquement, il est encore prêt. Ouais, mais Je là, sais on pas. a du monde en 10, c'est vrai qu'on vient de dire Johnny, on a du monde au centre, tu viens de dire Ouais, Sonny. mais du peut-être monde on mettrait partout, troisième mais- ligne. Bon. On pourrait faire troisième ligne où, Oui. où Elie est sur le ballon, là, il doit être intéressant. Il y a des joueurs centres qui sont passés 3e ligne. Parfois, c'est intéressant aussi. Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. La preuve, il a continué. Ah oui. On s'était posé la question, pareil, quand on a su qu'on faisait une interview croisée. Peu de supporters s'en souviennent, mais vous avez joué ensemble. Est-ce que vous vous en souvenez combien de matchs vous avez joué ensemble? Non, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup joué cette année-là parce que j'ai eu une péritonite en début de saison au stage c'était à Serre-Chevalier, je crois. J'ai eu une crise de péritonite. On pensait que c'était l'appendicite. En plus, Lucho, il m'a dit pour soigner pas l'appendicite, il pensait que j'avais une gastro. Il me dit pour soigner la gastro, il faut boire du pastis pur. Et oui, ça par contre c'est Le vrai. matin, pastis pur, alors que tu as vomi toute la nuit, je peux te dire, c'est pas terrible. Et je suis parti, donc j'étais pas rentré avec le bus, j'étais rentré avec Lucho, justement, en voiture. Et crise d'appendicite, mais en fait pas vu à l'écho. Le soir, écoute-moi bien, j'ai fini aux urgences. J'en ai chié terrible. Franchement, ça, c'est la pire douleur que j'ai eue. J'ai péritonite, donc c'est l'appendice qui pète dans le ventre. Infection du sang et tout. Franchement, j'ai perdu 14 kilos en 10 jours. Un truc de malade. Et puis après, j'ai eu du mal un peu à m'en remettre. Maintenant, on a dû en faire un, peut-être. Oui, Bonne Ouais, réponse. voilà. c'est ça. C'était une victoire au Stade Français, puis C'est 18-22 vrai. en novembre 2009. Et je suis allé chercher loin. Vous avez joué 4 minutes ensemble. C'est 4 plus En belles tout cas, minutes c'était de une ma vie. victoire. Il y avait une Bravo. augmentation, Pierre. Ça, Ok. ouais. On avait gagné, non? Oui, Ouais, on avait 18-22, gagné. ouais. Je te rappelle, à la fin, là, ça se joue à rien. Il y a une pénale touche pour eux. On arrive à se souvenir comme ça en détail des matchs. Vous avez joué 400 matchs, j'en sais rien, mais on arrive à se souvenir un peu de certains matchs comme ça. C'est pas toujours. Pas tous, malheureusement. ouais. Les plus beaux. Mais même pas. Même pas. Je me souviens de celui-là, mais alors que le match il était pas ouf. Hein. C'est parce que tu jouais avec Pierre. Ouais, ça fait après, ça c'est va faire bizarre. le mec qui. non, bizarre. pas du tout. Je pense que c'était un de mes premiers matchs de reprise, en fait. Pour ça que je m'en souviens. Ça, je J'en sais avais pas. chié terrible. Merci beaucoup, Pierre et Cédric. Pour terminer, je vous propose un pari. Si on est champion de France en fin de saison, je vous propose qu'on fasse un énorme apéro avec tous les auditeurs des causeries et le staff du RCT. Ça vous va? On prend le pari? Parfait. Putain, ouais. Allez, parfait. Merci beaucoup en tout cas et bonne Merci. saison alors. Merci à Merci. vous. Merci. Merci.